La notion de fête de fin d'année, c'est le braquage parfait. C'est-à-dire que... Au propre et au figuré. Non, c'est le braquage parfait parce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que là, il n'y a rien d'occidental dans la notion de fête de fin d'année. Mais la chose, c'est que c'est tellement bien présenté que ça donne l'impression que quand on fait fête de fin d'année, on est dans une tradition étrangère à la tradition africaine, alors que la seule tradition qui célébrait les fêtes de fin d'année, c'est la tradition africaine, pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit au maire d'Angers, l'Afrique a inventé le calendrier. Quand on n'a pas de calendrier, on ne sait pas quand l'année commence, on ne sait pas quand elle se termine. Donc on ne peut pas faire de fête de fin d'année si on ne sait même pas compter le déroulement de l'année. La chose, c'est que les Européens, c'est au contact de l'Afrique qu'ils ont découvert ces notions-là. Vous voyez? Et même les mois que nous avons, les janvier, février, tout ça, ça vient même le calendrier, tout ça, c'était le premier mois de l'année au niveau des Noirs qui vivaient en Italie. Et c'est ce premier mois qui a donné finalement le nom générique des 12 mois. Mais ces 12 mois de l'année, 365 jours, ont une origine. Et je pense que c'est bien d'écouter le chercheur qui explique lui-même quelle est l'origine des 12 mois de l'année dans la tradition européenne. Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Alors on pourrait penser que c'est le 7e mois, 8e mois, 9e mois. Ben non. Octobre, justement, c'est le 10e mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui lui est un héritier, justement, du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée, donc, d'aller à Alexandrie et de copier, finalement, le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial. Vraiment génial. Alors, ça commençait au mois de mars, comme le calendrier romain d'avant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est bien le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, 9e mois, décembre, 10e mois, et le dernier mois, étant le mois de février, eh ben, c'est là où il ajoutait un jour tous les ans. Le premier mois devait avoir 31 jours, le deuxième mois 30, 31, 30, 31, etc. jusqu'au bout, et à la fin 30, et tous les 4 ans 31. Parfait. Puis il meurt avant d'avoir vraiment tout réalisé son truc, et du coup, et en plus de ça, ça fait un gros scandale, parce qu'il avait perdu quelques jours. Ça, les gens avaient perdu quelques jours de travail, etc., etc. Donc ça allait pas. Mais quand même, on a trouvé que c'était finalement pas si mal. Alors on lui donne comme nom le calendrier julien, et on donne à Jules César donc le nom d'un mois, le mois de Quintilis, qui devient le mois Iulius, juillet, mois de Jules. Mais pendant une dizaine d'années, personne n'arrive à comprendre l'histoire des 4 ans, ils font ça tous les 3 ans, enfin n'importe quoi. Et puis finalement, ça ne va pas. Et c'est Auguste qui reprend le calendrier à son compte et qui dit, bon, bah, très bien, on va remettre ça bien, et à partir de là, ça sera intangible, et on va faire ça très très bien. Donc effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais les marchands disent, ah oui, mais non, nous, on veut bien on veut pas commencer comme les militaires l'année avec Mars. Nous, les marchands, on commence avec Janus, avec le dieu Janus, c'est-à-dire celui qui regarde à la fois le passé et donc c'est le mois de janvier. Il faudrait bien que ce mois de janvier ait 31 jours. D'accord? Alors, on enlève un mois à février, on enlève un jour à février. Puis d'un seul coup, on dit, puisque c'est Auguste qui a pu rétablir ce magnifique calendrier, il a bien mérité d'avoir un nom de mois. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est celui d'après juillet, quoi, d'après le mois de Jules, après qu'il y ait le mois d'Auguste. Auguste dit oui, en plus ça tombe bien, puisqu'il gagnait beaucoup de batailles justement pendant le mois d'août, enfin ça tombe très bien. Donc on donne Sextilis, qui devient Auguste. Et Augustus n'a que 30 jours. Alors là, Auguste n'est pas content, évidemment. Jules César a un mois de 31 jours, et lui, il n'aurait qu'un mois de 30 jours, c'est pas possible. Donc il rajoute un jour. Pour ça que août a 31 jours, et évidemment, on en enlève encore un autre à février. Et donc, effectivement, notre mois de février devient un mois de 28 jours, et voilà.
Alors je suis content effectivement que vous repassiez ce document, puisque j'étais tombé dessus il y a à peu près 2 ou 3 ans de ça, et j'avais trouvé ça particulièrement choquant effectivement de se rendre compte que notre calendrier en fait était basé sur des égos, égos d'hommes, des égos d'hommes qui avaient été construits là-dessus. Effectivement, mais c'est-à-dire que ce qu'il y a de dommage, c'est que quand cette notion est présentée aux élèves, on ne dit pas que ça vient d'Afrique. Vous voyez, on ne dit pas que le calendrier de 365 jours avec les 12 mois de l'année vient du continent africain. Vous voyez, ça qui est dommageable. Maintenant, la problématique de fond, quand on arrive à la période de fête de fin d'année, c'est que on voit véritablement à quel point l'Afrique noire a initié l'Europe sur la voie de la civilisation. Parce que quand c'était les fêtes de fin d'année, la population africaine de l'époque avait l'habitude de se souhaiter la bonne année. Donc on disait bonne année, donc Renepet Neferet, ou Pchen Renefet Neferet, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se faisait des cadeaux. Donc toute cette tradition festive de se souhaiter donc les meilleurs vœux, meilleur nouvel an, et de se faire des cadeaux, vient du continent africain. Mais le temps que les Européens ont passé en Afrique au contact de cette civilisation, parce que tout commence avec Alexandre le Grand qui arrive en 332 de l'ère ancienne africaine, eh ben, il voit une civilisation qui fonctionne avec ses fêtes. Et le côté grandiose et majestueux de toutes ces fêtes-là va faire que, finalement, ils vont vouloir copier ces fêtes-là, mais les habiller avec un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je dis, parce que je vois un certain nombre de choses, beaucoup de gens essayent d'expliquer les fêtes de fin d'année par l'entremise de la civilisation romaine ou l'entremise de la civilisation grecque. Il faut savoir que le savoir des Romains et le savoir des Grecs vient du continent africain. Et il va y avoir une espèce d'habillage que je vais essayer de vous expliquer vraiment très simplement. Le nouvel an en Afrique se passait le 19 juillet. C'est-à-dire le 19 juillet, c'est le nouvel an. Et il y a une étoile particulière qui apparaissait dans le ciel, qu'on appelle le lever Iliaque, en même temps que le soleil, donc qui est l'étoile Sotis, l'étoile Sirius. Et c'est cette étoile-là qu'on plaçait au sommet d'une petite construction pyramidale. Et c'est pour ça qu'au sommet du sapin, on met l'étoile. Et c'est cette étoile-là qui va donner le star system, avec donc cette étoile qu'on voit dans les émissions de télévision, à la recherche de la nouvelle star. Ça vient de l'étoile Sirius. Mais c'est cette étoile-là qu'on plaçait au sommet donc de la construction de forme pyramidale. Maintenant, autre chose, c'est que la divinité même de cette étoile, c'est aussi, Sopédète, c'est la forme pyramidale. C'est déjà ce triangle très élevé avec l'étoile au-dessus, puisque effectivement cette divinité avait l'étoile sur la tête. Donc qui est autre que l'étoile Sirius d'Acéta, donc d'Isis, donc la fameuse épouse d'Osiris. Donc on voit qu'à ce niveau-là, les choses sont quand même extraordinaires. Maintenant, le deuxième problème qui vient se greffer là-dessus, et là je dis il faut vraiment être très pédagogique pour comprendre ça, c'est que les mouvements religieux judéo-chrétiens ont plagié une fête africaine qui se déroulait en décembre. Et ce plagiat, il est quand même éhonté parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on appelle le monde païen et récupérer en même temps ce qui était de l'ordre du monde païen. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le monde païen? Le monde païen, c'est un monde qui a considéré que la spiritualité prévaut sur la religion. Ça veut dire que le créateur, c'est par ses créations, c'est-à-dire la nature et la biodiversité et l'univers, qu'il a légué à l'humain un message et que c'est à travers ses œuvres que l'humain est capable de comprendre et de saisir les valeurs de son créateur. D'où le fait que dans le cadre de la perception spirituelle, les éléments de la création sont pris en considération dans cette spiritualité. Maintenant, ce qui va se passer de l'autre côté, c'est qu'on va prendre les choses de la création comme de simples objets, ce qu'on appelle des Legos, en disant à l'homme que tu vas dominer la nature. C'est-à-dire que d'un côté, on a une perception qui dit à l'homme, tu es dans le cadre de la nature, donc cette nature est à l'intérieur et à l'extérieur de toi, donc elle a été ordonnancée à un moment où tu n'existais pas, tu es arrivé au moment où il y a eu la victoire de l'ordre sur le désordre dans la création, à charge pour toi de pouvoir par ton intelligence contribuer à cet ordre universel. De l'autre côté, vous avez quelque chose de complètement ahurissant qui va dire que tu vas imposer un ordre humain
sur l'ordre naturel, ce qui nous a donné la pollution, les changements climatiques et tout le résultat que nous avons, c'est le résultat de tout cela. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est de voir le deuxième document. Parce qu'en parler comme ça, je dirais, ça donne l'impression que, voilà, on a soulevé la cocotte minute, mais il faut regarder ce que disent les chercheurs eux-mêmes. Prenons le temps de regarder le deuxième document, et là, les choses sont déjà explicitées avec beaucoup plus de détails. On y va. Les bergers de Luc jouent un grand rôle dans le Noël chrétien. Mais d'après le professeur Vermèche, cette référence exclut que Jésus soit né en décembre. Même à Bethléem, les bergers ne gardaient pas leurs moutons dans les champs, la nuit, en hiver. Ils les faisaient rentrer à l'abri. D'ailleurs, les premiers chrétiens fêtaient la naissance de Jésus tantôt le 21 avril, tantôt le 20 mai. Ce n'est que plus tard que la date a été déplacée au 25 décembre. La date de la naissance de Jésus est une institution chrétienne qui remonte au IVe siècle. La date du 25 décembre a été choisie parce que dans le monde romain, elle correspondait à une fête, celle de Sol Invictus, le soleil invaincu. Une fête de la lumière s'est simplement transformée en une autre. Pour les chrétiens, le Christ est la lumière au monde. Et ce n'est pas seulement le mois qui fait débat, c'est aussi l'année. Lorsqu'on donne une date à la place de avant et après Jésus-Christ, on peut dire avant l'ère chrétienne et de l'ère chrétienne. Dans ce système, l'année de naissance de Jésus se situe entre 1 avant l'ère chrétienne et 1 de l'ère chrétienne, mais cela prête à controverse. Luc mentionne un recensement effectué en l'an 6 de l'ère chrétienne, l'année où la Judée est devenue une province romaine. Et il associe la naissance de Jésus à cet événement. Il explique aussi que l'enfant est né au jour d'Hérode, que certains ont pris pour Hérode le Grand. Le problème, c'est que cet individu est mort en 4 avant l'ère chrétienne. Si Luc fait référence à Hérode le Grand et non à son fils Hérode Archélaos, son récit ne fait qu'embrouiller les choses, car les spécialistes pensent qu'un recensement n'aurait pas été demandé par les Romains au temps d'Hérode le Grand. Le roi Hérode était ce qu'on appelait un client de Rome. Et les monarques, comme lui, qui étaient des amis, n'étaient pas tenus par les Romains de procéder à un recensement. Vu les contradictions supposées des évangiles, quelle preuve a-t-on que le Jésus historique est bel et bien né? Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle de l'ère chrétienne, fait clairement référence à ce personnage dans ses chroniques. Flavius Joseph a presque été contemporain de Jésus. Il décrit ce dernier comme un sage et comme l'auteur de choses extraordinaires. C'est la description la plus simple d'un Jésus professeur et, entre guillemets, thaumaturge. Un autre événement de l'évangile de Luc permet de déduire l'année de naissance de Jésus. Une phrase de l'évangile de Luc explique que lorsque Jésus est apparu en public, il avait une trentaine d'années. Cet événement a eu lieu très peu de temps après le début des activités publiques de Jean-Baptiste. Toujours d'après l'évangéliste, Jean-Baptiste fait parler de lui en l'an 15 du principat de Tibère César, c'est-à-dire en 29 de l'ère chrétienne. Si Jésus avait 30 ans à cette date, il serait donc venu au monde en l'an 1 avant l'ère chrétienne. Or, il aurait fallu qu'il ait au moins 3 ans de plus à cette date pour avoir vécu au temps d'Hérode le Grand, ou 7 ans de moins pour être soumis au recensement romain.
Un écart d'au moins 10 ans apparaît donc dans le récit de Luc. L'évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Une étoile inconnue était apparue pour proclamer la naissance de Jésus. 3 sages, interprètes des corps célestes, étaient venus de l'Est pour adorer l'enfant. Leur geste était censé souligner l'unicité de Jésus. La suite de l'histoire se transforme alors en roman noir. Par crâne du roi Jésus, Hérode ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles nouveau-nés. Il n'existe aucune preuve historique de ce meurtre massif. Il n'est même pas sûr que Jésus soit né du temps d'Hérode. La date de la naissance de Jésus qui fait toujours autant débat, je pense qu'on cherche encore, surtout sachant que les principaux écrits qui relatent sa vie datent de plusieurs siècles après sa mort présumée. Complexe cette histoire. Cette affaire-là, en fait, elle est au demeurant relativement simple, mais elle devient complexe. Pourquoi ? C'est un récit africain. Comme je l'ai expliqué dans mon tome 3 de Cosmogénèse Kamite, comment des divinités africaines sont devenues des saints chrétiens. Toute la trame de l'histoire se déroule au sein d'une civilisation matriarcale qui fait de la spiritualité par la religion. Maintenant, le fait de voir un peuple uni autour d'un souverain dans le cadre d'une pensée philosophico-spirituelle, c'est ça qui va devenir un point de jalousie extraordinaire des Occidentaux et qui vont essayer d'introduire une histoire qui n'est pas la leur dans leur histoire et qui vont se retrouver confrontés à la problématique de la réalité tangible de cette histoire. Parce que le problème de fond, c'est que il y a des historiens juifs qui sont censés avoir vécu entre -1 et +7. Mais il n'y en a aucun qui cite l'existence de quelqu'un qui aurait marché sur l'eau et multiplié les pains et compagnie. Voilà le problème de fond. Pourquoi on a des références? Alors, la question, c'est quoi? La question, c'est qu'il y a dans la tradition africaine une vierge qui a mis au monde un fils par immaculée, donc par immaculée conception. Est-ce que vous voulez la faire? Et qui va courir se cacher dans les marécages parce que le souverain qui est l'oncle de cet enfant, qui est Seth, qui va donner Satan, veut tuer cet enfant. Et c'est ça qu'on appelle le récit de la fuite vers les marécages, qui va devenir le récit de la fuite de Marie devant Hérode. Mais il faut trouver quelqu'un de suffisamment important qui va pouvoir justifier la fuite. Mais le problème, c'est que la personne qu'on a choisie pose un problème sur la date. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc à partir de là, c'est pour ça que quand vous rentrez dans cette affaire-là, vous devenez un prestidigitateur. C'est-à-dire, vous faites des tours de magie. Oui, il a marché sur l'eau. Oui, mais quand? Où? À quel endroit? Lac de Tibériade. Moi, j'ai été au lac de Tibériade. Moi, j'ai été au lac de Tibériade. Tu vois, des choses que... Non, il faut aller sur place. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. J'ai été en Égypte, j'ai été au lac de Tibériade, et vous comprenez que les choses ont été transposées. Alors maintenant, il faut des éléments tangibles. Si on peut mettre l'élément que j'ai amené, mais je vais commenter les images, parce que c'est important de pouvoir montrer le document avec des fresques de l'Afrique noire pharaonique, et de pouvoir justement commenter l'image. Donc justement, ça c'est notre site internet où on mettra les informations des prochaines conférences que je vais donner donc à nijar.com, où les gens pourront venir nous rejoindre. Donc le calendrier de 365 jours, il faut savoir qu'Hérodote, qui est le père de l'histoire européenne, reconnaît que ce sont les Africains qui ont créé les 12 mois de l'année en se réglant sur les astres. Donc il y avait 3 saisons parce qu'on a combiné un calendrier lunaire qui était un calendrier agraire à un calendrier solaire qui permettait d'avoir une année vraiment juste au niveau de sa durée. Donc vous voyez que les saisons, il y avait 3 saisons de 4 mois, et on a justement des scènes, vous voyez dans les musées, où vous avez ici un noir, un ancêtre, qui est en train de faire l'agriculture avec la houe, donc en train de retourner le sol, pendant que le sol est imbibé d'eau, puisqu'il y a eu la crue du Nil. Donc là, ce sont des choses tangibles. Bon. Et donc, sur la base de tout cela, on va voir que ce calendrier, qui est un calendrier solaire astral, va les amener à répertorier dans le ciel des événements avec un minutage précis. Regardez, la minute est une invention du monde noir, l'heure est l'invention du monde noir,
la semaine et l'invention du monde. Regardez les années, et vous avez ça sur le mur de temple. Parce que pour faire l'année 369 jours, c'est-à-dire on connaissait la minute, on connaissait l'heure, on connaissait la seconde. Et vous avez le texte ici, donc qui montre que toutes ces choses-là étaient déjà connues. Quand on souhaitait la bonne année, Renepet Neferet, là vous avez bonne année. Justement, donc ce qui permettait aussi, en amplifiant, de dire Upchen Renepet Reneferet, c'est-à-dire que là on insiste sur le fait de souhaiter la meilleure vœu véritablement aux gens. Et on voit qu'il y avait déjà des cérémonies festives. Vous voyez, les cérémonies festives étaient déjà là et on avait déjà le vin, on avait déjà le foie gras, on avait déjà tout ça. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'on regarde aujourd'hui ne viennent pas du monde occidental. C'est-à-dire que tout ça, c'est le monde africain et on a délocalisé, si vous voulez, l'économie africaine pour la transposer parce que prenons le foie gras. Et justement, j'ai une étudiante en Martinique qui va faire un travail de fond sur l'origine africaine du foie gras. On voit ici que le fait de gaver les oies, vous voyez, pour obtenir le foie gras, 2500 de l'ère ancienne africaine. C'est-à-dire que vous avez pratiquement 5000 ans d'histoire devant vous, et vous voyez que les gens faisaient déjà donc le foie gras en Afrique. Et les fresques murales sont là pour le rappeler. Au demeurant, aujourd'hui, sur la plupart des sites internet, on rappelle que c'est une tradition qui vient de l'Égypte, qui vient de l'Afrique. Et on voit ici que là-dessus, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que là, c'est clair, c'est net et c'est mathématique. Voyez, donc ça c'est important de pouvoir le souligner en montrant que vous avez des activités qui sont restées les mêmes entre le fait de préparer donc le foie gras autrefois et la préparation du foie gras aujourd'hui. Voyez, donc c'est quand même surprenant de voir que nous sommes à l'aube de 2019 et on découvre des choses. Bon, maintenant, loi festive, c'est quoi? Durant les fêtes de fin d'année, les anciens disaient qu'il fallait manger un animal à 2 pattes. Parce que c'est un événement solaire. Regardez le site CatoWeb qui dit que, vous voyez par exemple ici le sapin, vous avez l'étoile qui est au-dessus. Donc du sapin, de Sopédet, parce que effectivement, c'est une tradition qui vient du continent africain. Et dans l'image que nous avons, le site CatoWeb, qui est un site donc chrétien, on demande aux gens de manger l'oie lors des fêtes de fin d'année. Parce que l'oie est un symbole solaire. Parce que les fêtes de fin d'année ont été faites par rapport à un événement stellaire qui est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est-à-dire c'est le moment où le soleil va être régénéré et va reprendre le pas sur les ténèbres. Regardez tous les magazines de nuit. Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc c'est-à-dire tout le monde va chanter l'histoire de quelqu'un qui n'est jamais arrivé à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Et vous avez ici l'évêque d'Arras qui dit, mais bien sûr, c'est volontairement que l'Église a placé les fêtes de Noël le jour du solstice. Regardez la fête païenne du solstice d'hiver. Le signe est magnifique, mais il était déjà magnifique pour les païens. Pourquoi on les a combattus? Les rayons du soleil sont au plus bas de leur déclin. Progressivement, le jour va s'imposer à la nuit. La lumière va triompher. Maintenant, prenons la naissance divine. Vous avez l'envoyé de Dieu qui va annoncer à la femme qu'elle va avoir un enfant divinement. Vous avez la naissance divine de l'enfant, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tout le récit de la naissance divine de l'enfant est déjà inscrit sur les temples de l'Égypte pharaonique parce que c'est une histoire africaine. C'est une histoire africaine, on a blanchi les personnages. Regardez, vous avez l'annonciation, vous avez la visitation, vous avez la présentation de l'enfant, vous avez ce fils-là qui est en train de juger les vivants et les morts, et vous avez les rois mages, et justement les images de la conférence. C'est vrai qu'il y a une conférence que je ferai sur cette question-là, techniquement, donc à l'espace Le Couloir, le 21, donc le 21 et le 20, on fera une conférence sur le gros cas, mais revue et corrigée par les humanités classiques africaines. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que, vous savez, l'histoire, c'est un problème de paradigme. Lorsque vous racontez l'histoire selon le paradigme occidental, il y a toute une série de documentations que vous allez mettre de côté ou que volontairement vous n'avez pas montré. Lorsque vous faites l'histoire selon le paradigme africain, vous êtes obligé de tout montrer parce que vous êtes obligé tout simplement de montrer comment une idée africaine et ce qu'il en est advenu de cette idée-là aujourd'hui. Et la chose, c'est que la documentation africaine, elle est tellement aboutie, personne ne peut nier que cette idée aujourd'hui occidentale ou asiatique ou autre n'a pas sa source vis-à-vis du continent africain. Et vous voyez, quand vous prenez par exemple la notion du yin et du yang, donc ce fameux symbole yin et yang chez les Asiatiques, c'est un symbole africain qu'on leur avait expliqué à l'époque du solstice d'hiver et du solstice d'été.
Parce que le solstice d'été, c'est le jour le plus long, c'est-à-dire c'est le jour où la durée de la lumière est la plus longue, mais la durée de la nuit est la plus courte. Et vous avez le contraire au solstice d'hiver, c'est-à-dire la durée de la nuit des ténèbres, ben c'est énormément long par rapport à la durée de la lumière. Et ces deux points représentent ces deux centres de l'univers qui basculent et qui rebasculent. Et c'est ça qui fait, en fait, la notion du combat de la lumière contre les ténèbres. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, quand les ténèbres prennent le pas sur la lumière, eh bien, la lumière, elle va vers le temps de régénération. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé au 25 décembre? Parce que Jules César a foiré. Jules César a complètement foiré la gestion du calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont repris un truc qu'ils ne savaient absolument pas faire fonctionner. Et qu'une fête qui était le 21 en raison du solstice s'est retrouvée le 25. Mais le 25, c'est pas n'importe quel jour. Parce que il y a une chose qu'il faut quand même à un moment dire, c'est que dans le ciel, il y a une croix qui s'appelle la croix du Sud. Et la croix du Sud, c'est celle qui donne la direction du pôle Sud. Et quand on arrive donc dans l'inclinaison maximale de la Terre, le Soleil se retrouve positionné 3 jours précis au niveau de cette croix. C'est-à-dire le 22, le 23 et le 24. Et le 25 décembre, le Soleil remonte vers le nord. Donc c'est pour cette raison que, à ce niveau-là, on a associé le repas festif à un animal qui s'envole pour s'associer au soleil qui est venu au niveau le plus bas et qui va remonter vers le nord pour apporter le printemps et apporter l'été. Donc tout cela a une signification parce que c'est une spiritualité arrimée au fonctionnement stellaire de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ce qu'on appelle païen, parce qu'il faut bien expliquer, ce qu'on appelle païen, c'est tout simplement une tradition spirituelle ancrée dans les éléments vivants de la création.